Donc bonjour à tous pour ce sprint 63 qui a commencé le 24 janvier et qui se termine aujourd'hui le 6 mars, donc d'une dimension raisonnable. Et ce sprint qui s'appelle, et vous allez le remarquer, changement de plan. Parce que ceux qui nous connaissent étaient habitués à ce qu'on ait un rubricage par applicatif en quelque sorte, sauf qu'on en a beaucoup et qu'on ne travaille pas toujours sur tous ces applicatifs. Donc on a réfléchi à mieux présenter les choses. Et donc, on a fait un gros effort sur la présentation. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte. Et donc, vous découvrez là, sous vos yeux, pardon, les rubriques qu'on va essayer de reprendre à chaque sprint et qui nous paraissent mieux euh, refléter ce qu'on peut faire au cours d'un sprint. Donc les points clés du sprint en fait vont tourner autour de trois sujets principaux qui sont ceux de Easy NP Wall parce que Léo vous parlera de ce qu'il a fait, hein, page d'administration, il a fait pas mal d'améliorations. Bien sûr, Easy Mesure qui est notre gros travail, le travail principal avec Yannick qui est en train de préparer une grosse migration. Et puis le report avec Tom. Alors, pour vous parler de choses qu'on ne va pas montrer sur des slides, il y a cette petite rubrique en bref. Bon, sauf que si c'est moi qui parle, ça risque de durer longtemps. Donc, tu peux peut-être cliquer pour faire apparaître les items, Fred. Oui, ça n'a- Ça marche. Voilà, c'est Ok, parti. voilà. Donc, parce que nouveau slide, nouvelle animation, etc. Donc, on n'est encore pas tout à fait bien habitué. Donc ouais, on a donc au cours des rétros, en fait, les rétrospectives, hein, on fait du Scrum. Au cours des rétrospectives, on essaye de se dire donc ce qui va bien et ce qu'on pourrait améliorer. Et donc un des points, c'était de mieux présenter les choses et aussi de se rapprocher du Trello parce qu'on avait tendance à s'éloigner du Trello. Donc on a un nouveau rituel le mercredi. Donc le mercredi, au daily du mercredi, forcément, chaque prise de parole est basée sur une carte Trello. Voilà, je te laisse cliquer. On a travaillé sur Omeka S, hein, on l'évoquera rapidement, mais on fait des efforts aussi pour travailler en interne, pour produire des données d'usage pour l'interne, pour donner plus de visibilité à ce qui se fait. Voilà. Et puis aussi, le dernier item, bon, c'est le tableau de bord SGBU, voilà, avec Kibana. Voilà. C'est un gros focus dans ce sprint. On en reparlera plus tard. Donc, si tu veux rajouter quelque chose, Fred, avant de prendre la suite. Eh bien, oui, Hein. par rapport à notamment Omeka S, on a travaillé avec l'équipe d'Omeka, donc avec Bruno, et qui travaille conjointement avec Léo pour justement mettre en place cette migration des plateformes Omeka vers Omeka S. Il y en a 11 à mettre en place cette année. Il y en a une qui est déjà terminée. Léo avait travaillé dessus et il y en a des autres qui vont se mettre en place progressivement. Donc voilà, il y a tout un travail maintenant, je dirais courant, qui se met en place avec Omeka. On fera un bilan de tout ce travail avant l'été. Léo, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça aussi, tu peux aussi, hein. Bah, déjà bonjour à tous. Oui, on a eu l'occasion durant ce sprint d'échanger avec Bruno au cours de réunion pour justement qu'on se mette d'accord sur les points à traiter, quoi. Et donc ça va continuer. Parfait. Alors on va enchaîner avec l'animation de la communauté. Donc, pendant ce sprint, eh bien, ce qui a un petit peu marqué beaucoup les esprits, c'est le travail de cette animation que nous avons fait aussi conjointement avec Thomas, notamment l'organisation des webinaires pour présenter le tableau de bord ESGBU. On vient de terminer un webinaire là juste avant d'enchaîner avec cette sprint review où donc on a eu déjà 65 participants pour 3 webinaires. Donc, ce tableau SGBU, eh bien, vous savez que c'est l'enquête nationale du ministère qui est dédiée aux bibliothèques et qui permet justement, eh bien, dans notre partie à nous,
de renseigner 7 indicateurs des données des ressources numériques, donc des usages des ressources numériques, Counter 5. Donc on a travaillé pendant plusieurs mois à mettre en place ce tableau de bord issu donc de la saisie des identifiants donc pour la centaine d'établissements qui sont inscrits dans EasyMesure, et puis le moissonnage qui a été mis en place donc par l'équipe et en particulier par Dominique pour permettre justement d'être dans les temps et de proposer un tableau de bord chargé à l'ensemble des établissements partenaires depuis le 16 février. Voilà. Si Thomas, tu veux rajouter aussi quelque chose par rapport à cette enquête SGB8, n'hésite pas. Bah oui, enfin comme un peu chaque fois maintenant, et puis on en reparlera jusqu'en mai au moment de la clôture. Donc cette enquête, elle a été refondue en tenant compte du fait qu'on allait avoir EasyCounter à disposition. C'est désormais le cas. On a ouvert les espaces éditeurs pour tous les établissements qui avaient déclaré des identifiants sushi pour une ou plusieurs plateformes. On les encourage à continuer à le faire et à nous indiquer quand leurs saisies sont terminées le plus rapidement possible pour qu'on puisse procéder aux moissons. Et puis on a procédé plus récemment avec un travail conjoint de Frédéric, Dominique, Xavier et puis des collègues en établissement à la validation de la dernière version du tableau SGBU qu'on propose maintenant dans tous les espaces éditeurs, quel que soit le nombre de plateformes qui ont été déclarées dans ces espaces. Et ça ouvre cette vue-là, ce tableau, qui agrège en un endroit unique les 5 indicateurs stabilisés ESGBU, plus 2 qui sont encore un peu expérimentaux, et puis une zone de contrôle qui permet de vérifier qu'on n'est pas en train de mélanger des choux et des carottes. Et on a beaucoup d'espoir de faire gagner beaucoup de temps aux collègues en établissement qui récupèrent encore manuellement leurs rapports sur chaque plateforme éditeur, en faisant tout ce travail-là pour eux. Donc moissonnage, mise en forme, présentation sous une forme agrégée et puis documentée de tous les indicateurs qui sont demandés. Et ça vient s'ajouter au-dessus de couches qui permettent de voir les rapports plus en détail pour s'assurer qu'on est bien en train de regarder ce qu'on a l'impression de regarder, etc., etc. Donc voilà, on a tout un ensemble d'outils techniques qui sont en place, de chaînes de traitement en place, et puis de sessions de formation à l'occasion de webinaires qu'on fait tous les lundis là, jusqu'à la clôture de l'enquête cette année pour accompagner les collègues à la prise en main de ce tableau. Donc c'est l'aboutissement d'un chantier qui nous occupe assez fort là, ces derniers mois, mais qui nous a occupé régulièrement ces dernières années, parce que c'est un objectif qui semblait d'abord très lointain et puis maintenant qui est réellement concret. Et on a bon espoir que ça puisse aider une grande partie de la collectivité à remplir cette enquête d'une façon satisfaisante et surtout d'une façon rapide, au moins pour le volet qui concerne, enfin le groupe qui s'appelle usage numérique et qui concerne l'accès aux ressources numériques sous abonnement. Voilà, j'étais un peu long, désolé, mais voilà, on est en train d'aboutir à ça et c'est une perspective assez encourageante et réjouissante, je trouve. Merci Thomas. Et de toute façon, je vais continuer justement, je vais terminer par rapport à l'SGBU. Tu parlais donc de ces webinaires qu'on organise, mais il y a aussi toute une partie de communication qu'on a mis en place grâce à notre blog pour présenter justement ce tableau SGBU lors de différents articles qui ont été proposés, donc qui ont été rédigés par Thomas et par moi-même, notamment pour vous présenter donc le tableau dans la mise le chargement dans votre espace, et puis le fameux cas particulier des visualisations je dirais expérimentales dont évoquait Thomas, et qui sont expliquées en détail dans cet article de blog. Donc 7 articles de blog ont été publiés, et on parle aussi des journées parseurs, parce que les journées parseurs, on a fait un bilan lors de la précédente sprint, le bilan, je dirais, annuel de nos réalisations, des créations, des mises à jour de parseurs. Eh bien, dans le blog, vous avez un article qui est pour l'année 2023, il y en avait eu un publié pour l'année 2022, et dans cet article, vous avez un tableau qui est récapitulatif des 8 journées parseurs qui sont organisées pendant l'année, et dedans, donc, vous pouvez voir progressivement tout ce qui est créé et mis à jour dans EasyParse.
Et maintenant, eh bien, dans les sprint reviews, au mois de juin, on fera un bilan à mi-parcours de ce qui aura été fait pendant ce semestre, et on fera aussi un bilan du travail qui a été proposé par nos collègues américains de l'OCLC, et on fera donc ce bilan des parseurs juste avant l'été. Je vais céder la parole à Dom qui va nous donner quelques chiffres quand même. Oui, j'aime bien les chiffres, hein, vous l'aurez constaté. Et donc, je voulais rappeler quelques chiffres sur le sprint. Donc là, en fait, ce sprint, il a duré 6 semaines. On a pu faire une trentaine de cartes Trello. On essaye de mieux découper, on va essayer de mieux découper, mais c'est pour donner une ordre de grandeur, hein. Basé sur mon agenda, mais aussi un peu de tout le monde, on a eu à peu près une trentaine de réunions, donc hors daily, hein, les daily, on en a tous les jours. Donc ça fait quand même pas mal de réunions, donc ça fait pas mal de dispersion. On a interagi aussi, bon, avec les utilisateurs, donc 72 mails, mais pour le support uniquement. Donc ça fait à peu près 5 heures. Et puis donc le rappel, c'est qu'on n'a que 3 développeurs, même si on est 6 dans l'équipe. Et puis en ce qui concerne un peu plus ce qu'on a fait en termes d'applicatifs, donc on a eu au cours du sprint 14 millions de requêtes sur Easy Paywall, c'était pour obtenir des renseignements sur 128 millions de DOI, hein, donc on voit que l'interrogation par l'eau marche bien, et principalement par 7 acteurs, sachant que notre gros consommateur, c'est bien sûr Click and Read, qui est quand même assez plébiscité par les utilisateurs et qui permet d'accéder carrément aux documents en open access. En ce qui concerne le Easy Counter, bah, il y a eu 99 établissements concernés par le moissonnage. Donc on va bientôt passer les 100. Suite à ces moissonnages, on remarque quand même qu'il y a pas mal d'erreurs d'authentification, hein. Donc comme on moissonne pour les établissements, on va demander aux endpoints des éditeurs, des plateformes, les données d'usage. On utilise les identifiants qui ont été enregistrés par les contacts documentaires des établissements, et des fois il y a des erreurs, soit la connexion n'est pas autorisée, soit il y a des erreurs dans les authentifiants. Et donc, j'ai interagi avec vous en vous envoyant des mails quand il y avait des problèmes d'authentification que je ne réussissais pas à résoudre. C'est aussi pour ça que ça m'a pris du temps. Là, la semaine dernière, j'ai passé une grosse semaine à essayer de moissonner et de faire pour que ça soit qu'on ait le maximum de données d'usage. On va enchaîner avec Léo. Et donc moi je vais revenir en détail sur les chiffres d'Easy Paywall par rapport à Click and Read. Alors durant ce sprint, on a remarqué que depuis environ le 18 janvier, Click and Read a multiplié ses requêtes par 5 sur le miroir Unpaywall. Et donc ça, c'est dû à une mise à jour de leur extension. Mais on tient à noter quand même qu'on peut voir sur le GIF à droite que le temps de réponse du serveur avant et après leur mise à jour, donc après la multiplication par 5 des requêtes de Click and Read, eh ben on peut voir que ça ne dépasse pas les 50 microsecondes. Donc on peut voir que le serveur il reste efficace malgré cette augmentation d'usage. Voilà. Et donc là, on va passer sur le travail de fond. Donc on va présenter toutes les fonctionnalités qui sont des choses importantes mais qui ne sont pas forcément visibles pour l'utilisateur, notamment sur le travail de qualité, vérifier à éliminer la dette technique. Et justement, sur cette light, on a réalisé beaucoup de choses. Donc premièrement, sur Easy Paywall, on a monté de version Node sur tous les services. Donc on est passé de Node 14 à Node 18. Donc juste à titre informatif, Node 14 il sera déprécié en avril 2023, donc c'est le mois prochain. Donc c'est bien qu'on l'ait fait tout de suite. Et donc aussi on a beaucoup travaillé en rapport avec le Docker standard qui est utilisé à l'Inist, donc beaucoup en collaboration avec l'équipe de production et surtout avec Florence. Donc on a corrigé beaucoup de problèmes, on a renforcé les bonnes pratiques et on a ajouté plus de contrôle lors du déploiement. Et il y a aussi une petite parenthèse sur EasyParse. On a rajouté plus de vérification au niveau des dépôts du code source sur GitHub, puisque on a fait ça suite à des problèmes lors d'une mise à jour d'EasyParse. L'erreur venait du fait qu'on a intégré une erreur de syntaxe dans un fichier de configuration en voulant le mettre à jour. Et le problème que ça a eu, c'est que pour 2 établissements, ça faisait cracher leur application. Alors ce qu'on a fait, c'est en ajoutant ces vérifications-là,
et ben, ce problème ne reviendra plus. Et donc on peut passer à la prochaine slide. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur la mise à jour de la homepage EasyParse. Donc elle est encore en stade de développement, mais via ce GIP, on peut avoir un premier aperçu de ce que ça va donner. Donc on a une modification du style, un changement d'ordre sur la présentation des applications, l'ajout de nouvelles briques, mise à jour du texte, des images, mais on va aussi avoir un changement de nom de domaine. On passera de easyparse.org à easymesure.org. Mais donc, c'est pas encore fini, donc il va y avoir encore beaucoup d'interactions avec d'autres services, notamment pour la création de logos. On n'a toujours pas de logo pour EasyNPO et EasyReport, donc c'est l'occasion d'échanger avec l'équipe de communication. Ils pourront aussi nous faire un retour sur si la page est cohérente avec la charte de l'unité, et aussi pour nous donner leur avis. Et on a aussi potentiellement de faire des vidéos de présentation de nos outils avec le service de formation avec Philippe Fourneret et Cléris, puisqu'ils ont déjà fait des vidéos pour EasyParse et donc leur connaissance pourrait beaucoup nous aider. Et donc j'enchaîne et je laisse la parole à Tom. Oui, parce que comme l'a dit Léo un tout petit peu plus tôt, on a beaucoup bossé sur le standard, le Docker standard, le standard Docker qui est utilisé à l'Inist avec la prod. Et il y a beaucoup d'étapes qui sont un peu rébarbatives, un peu source d'erreur. J'ai donc pris l'initiative de créer un petit outil que j'ai nommé STD Docker CLI, qui est un outil en ligne de commande et orienté pour les développeurs, qui va déjà vérifier un petit peu ce qu'on a fait dans le Docker standard pour nous indiquer s'il y a des erreurs, ce qui ne va pas, si on a oublié des choses dans la documentation, par exemple, c'est ce qu'on peut voir à droite. Ça suit le principe d'un linter assez classique. Et ensuite, ça va aussi nous faire gagner du temps au niveau de justement tout ce qui est documentation, puisqu'on peut générer de la documentation directement depuis les variables qu'on a définies. Ce petit outil a été notamment utilisé pour la VD EasyMesure, on a beaucoup bossé dessus, notamment Yannick, donc je vais laisser la parole pour qu'il nous parle de la VD. Exact. Tiens, il y a l'image. Ah si, c'est bon. Donc sur ce sprint, on a mis pas mal d'efforts dans la standardisation de EasyMesure pour le déploiement à l'Inist. Donc Léo en a un peu parlé parce que il se trouve qu'EasyNPO est déjà standardisé Inist. Et donc ce n'était pas encore le cas d'EasyMesure. Et il se trouve que de notre côté, on a le besoin de pouvoir pousser tous nos déploiements courants pour pouvoir les tester sur une machine en l'occurrence de développement. Donc on nous a fourni une machine de développement et il nous restait à mettre en place donc le fameux template standard Inist pour pouvoir déployer facilement sur cette machine. Et donc, c'est là-dessus qu'on a passé le plus de temps, je pense, sur ce sprint, et on est en cours de finalisation de ce template. D'ailleurs, ce que vous voyez en dessous, c'est la liste des services d'EasyMesure qui actuellement tournent sur la machine en question, qui ont été déployés avec ce template de déploiement. Donc, on a encore quelques petites choses à régler dessus, mais globalement, c'est quasiment finalisé. Voilà, ce qui fait que on va pouvoir mettre et tester aisément les développements liés à la migration dont je parlerai quelques slides plus tard, qui est l'autre truc de fond sur lequel on est en train de travailler actuellement. Et donc, je vais passer la main à Tom. Parce qu'effectivement, avec EasyMesure sur la VD, on a pu déployer aussi EasyReport, qui est donc le service de reporting sur lequel je travaille depuis quelques sprints maintenant. Et du coup, sur cette VD, on a du coup la partie API qui est fonctionnelle et aussi la partie documentation des composants vus qui viendront s'attacher à EasyMesure pour interagir avec ces rapports. À ce propos, au niveau de l'interface, du coup, si on peut changer de slide, merci. Il y a plein de trucs nouveaux, notamment on est passé de quelques composants à la sprint dernière à maintenant 44 composants. Et on peut voir sur cette capture d'écran qu'il y a des nouvelles fonctionnalités telles que le fait de pouvoir désactiver ou réactiver une tâche de reporting, pardon, de pouvoir les filtrer par établissement. Et si on passe à la slide suivante, on va pouvoir voir aussi que le dark mode, donc le mode sombre, est supporté et qu'on peut avoir l'historique d'un rapport, savoir quand est-ce qu'il a été généré, si ça a réussi,
pourquoi ça a réussi, ou s'il a été édité, etc., etc. Cette documentation que vous voyez à l'écran est donc déployée en VD, donc en accès interne à l'INIST, mais ça me permet de voir si le déploiement se passe plutôt bien. Hop là, oups, pardon, je répondais à. Donc oui, donc j'en parlais juste avant. L'autre principale chose sur laquelle qu'on a travaillé sur EasyMesure, c'est la migration dont on vous avait déjà parlé lors de la sprint dernière. Donc la sprint dernière, on vous avait surtout montré un schéma parce qu'on avait réfléchi à toute l'organisation, la nouvelle organisation d'EasyMesure. Et là, on a commencé à la réelle migration. Donc ça, c'est un sous-marin, un gros sous-marin, mais un sous-marin quand même. Et on a franchi une première étape, si j'ose dire, à savoir la gestion des établissements et des membres des établissements ne sont plus stockés dans Elasticsearch, mais maintenant ils sont stockés dans la fameuse base PostgreSQL. Et la nouveauté apportée par cette migration est une autre chose dont on avait déjà parlé, à savoir le besoin qu'on a dans EasyMesure de supporter le multi-établissement. C'est-à-dire que on s'est rendu compte avec la multiplication des clients, enfin des établissements, que notre système était un peu trop cloisonné. On a des cas qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on pensait, et notamment la gestion, enfin le cas des commus, qu'on appelle maintenant des EPE, établissements expérimentaux, je ne sais plus quoi exactement. Bref, le cas à la Lille ou Montpellier, où on a des établissements qui sont regroupés sous une même bannière, ce qui fait qu'on a des regroupements qui doivent être gérés dans EasyMesure. Ce qui fait que maintenant, on a la possibilité pour un utilisateur d'appartenir à plusieurs établissements. Et la capture que vous voyez sur l'écran, c'est à ça que pourrait ressembler, enfin en tout cas que ressemble actuellement, la nouvelle page d'établissement d'un utilisateur. Là où jusqu'ici, dans EasyMesure, vous avez dans votre menu Mon établissement avec sa page de profil, maintenant vous allez avoir une page Mes établissements, où vous aurez potentiellement plusieurs établissements. Donc voilà, c'est le premier jalon. Donc ça, c'est justement quelque chose que nous allons avoir besoin de tester, et c'est ce qui me ramène à la fameuse machine de développement qui va nous être très utile pour tester ça, parce que les changements sont quand même assez importants. Et nous allons passer maintenant à la migration suivante, qui sera la gestion des EPE, parce que pour le moment, nous avons le multi-établissement, mais maintenant, il nous faut une hiérarchie entre les établissements, et les identifiants sushi. Et donc maintenant, on va passer aux nouvelles fonctionnalités, donc ce qui est réellement mis en prod et visible. Et donc, parmi les nouvelles fonctionnalités du côté d'EasyMesure, nous avons apporté quelques améliorations au niveau du moissonnage sushi. Donc, il faut savoir que dans les rapports que nous récupérons, donc les rapports counter, il y a des attributs qui nous sont fort utiles et qui nous permettent notamment de savoir quels sont les types d'accès, quels sont les types de documents, les types de sections. C'est-à-dire que typiquement, vous pouvez faire normalement la différence entre article, doc, entre journal, book. Et ces attributs qui sont récupérés sont très pratiques. En théorie, ils nous permettent de reproduire les sous-rapports. C'est-à-dire que nous, on moissonne à la base uniquement les rapports maîtres, donc les TR, PR, DR, et avec ça, on est censé pouvoir reproduire, par exemple, les TR J1, par exemple. Le souci, c'est que on s'est rendu compte qu'en pratique, ces attributs-là, il y en avait à peu près un tiers qui n'étaient pas renseignés, et ça concernait des grosses plateformes comme Springer Nature notamment, ou EBSCOhost, ou I3E, ce qui posait notamment pas mal de problèmes, et ce qui nous avait obligé d'ailleurs à moissonner les sous-rapports pour pouvoir remplir correctement le tableau ESGBU. Donc, on a fait de l'investigation par rapport à l'absence de ces attributs, et suite à ça, on a fait quelques corrections
au niveau du paramétrage par défaut lorsqu'on moissonne. Le plus important étant un paramètre, le paramètre attribute to show, qui permet de dire, de dire au point d'accès, voilà les attributs dont j'ai besoin. Donc ce attribut to show qui était transmis avec des majuscules, on l'a finalement on l'a passé en minuscule et il s'avère que c'est compatible avec un beaucoup plus grand nombre d'établissements de points d'accès par défaut, à part quelques petits cas particuliers comme Kern qui le veulent en majuscule. Et le deuxième point, ce sont les paramètres section type et data type qu'on transmettait par défaut et qui en fait ne sont pas nécessaires. Ce sont des paramètres qui normalement servent à filtrer ce qu'on veut récupérer dans le rapport, mais on s'est rendu compte que ne pas les mettre de toute façon revient à récupérer, à demander au point d'accès de nous donner tout ce qu'il a, en fait, tout simplement, sans aucun filtre. Et suite à ce changement, on a refait un moissonnage de tout 2022 et on s'est rendu compte que ces fameux attributs sont beaucoup mieux renseignés. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez dans l'image. On voit du non renseigné vite fait dans la troisième visu, mais on voit qu'il est extrêmement minoritaire. Donc maintenant, presque tout est renseigné, ce qui est quand même bien mieux, notamment pour le tableau de bord ESGBU. Et voilà. C'est bien, Yannick. Voilà, je repasse la main à Léo. Et oui, encore pour moi. Alors du coup, avant d'introduire la nouvelle fonctionnalité, je vais rajouter un peu de contexte. Donc sur EasyNPWall, on a actuellement 7 acteurs donc, qui utilisent le miroir, et donc il faut gérer l'accès à ces acteurs au miroir. Donc on avait déjà des choses qui existaient pour la gestion des clés d'API, mais c'est en utilisant des lignes de commande, donc c'est des choses qui sont très axées développeurs, donc faut lire la doc avant d'utiliser, pas tout le monde peut le faire. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré la gestion des clés d'API dans l'interface EasyNPWall, en ajoutant une page d'administration pour rendre plus facile, plus rapide et accessible pour toute l'équipe la gestion des clés d'API. Et donc sur la prochaine slide, on peut voir ce que ça donne sur l'interface. Donc on a quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on a des formulaires de création de clés d'API, de modification de clés d'API, où on va pouvoir gérer le paramètre de celle-ci. Mais c'est bien beau d'en parler, mais c'est quand même mieux de montrer. Donc du coup, je vais vous montrer une petite démo de comment ça marche de notre côté. Alors je vais faire une petite partie d'écran. Hop là, est-ce que tout le monde voit mon écran correctement sur Oui. la page EasyNPWall? C'est bon. C'est bon. Mais tu peux parler un Alors, peu plus fort, s'il te plaît, Léo? c'est parti, je vais essayer de Merci. parler plus fort. Alors là, je suis sur une interface de développement. Pourquoi? Parce que du coup, je vais montrer les clés d'API et que j'ai pas envie de divulguer les clés d'API à plusieurs personnes. Donc c'est pour ça que je vais faire ma démonstration sur le site de développement. Alors sur cette page, on a plusieurs choses. Donc on a juste notre historique de mise à jour classique que vous pouvez retrouver sur cette page-là. On a l'état des services. Donc ça, c'est ce que j'ai ajouté lorsque j'ai travaillé avec Florence, du coup, sur l'instantanisation de Docker. Ça permet d'avoir un garde-fou et aussi un statut de si tous nos services sont déployés correctement. Donc là, on peut le voir que si tout apparaît en vert, c'est que tout est OK. Et donc maintenant, la fonctionnalité que j'ai rajoutée, c'est la fonctionnalité de gestion de clés d'API. Donc on a une interface ici qui permet de voir l'ensemble des clés d'API, aussi de pouvoir les créer, les modifier, les supprimer. Pour rappel aussi, on a déjà une clé d'API qui est disponible pour tout le monde, qui est la clé d'API démo. Elle est juste limitée à 100 000 requêtes par jour. Donc si jamais vous voulez rapidement utiliser le serveur EasyNPWall, vous pouvez le faire sans clé d'API grâce à cette clé d'API démo. Donc maintenant, on va prendre un cas d'usage d'un utilisateur qui veut utiliser EasyNPWall de manière plus poussée, pour pouvoir faire plus de requêtes. Admettons que je suis par exemple le réseau ingénierie documentaire, c'est ça par exemple? Oui. Vous m'en voudrez pas des fautes d'orthographe, je vais faire vite. Voilà, je suis le réseau ingénierie documentaire. J'ai besoin d'accéder à mon service GraphQL et à mon service d'enregistrement. Donc là, on peut choisir les deux. Et j'ai besoin de choisir aussi beaucoup d'attributs. Par exemple, savoir s'il est ISO et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont disponibles hein, dans EasyNPWall. C'est pour ça qu'on a des raccourcis. Si jamais on veut donner le droit à tout, c'est possible en appuyant sur ce bouton. Là, le réseau ingénierie documentaire, s'il a la clé d'API, il aura accès à tout.
une fois que j'ai fini de configurer mes paramètres de clé d'API, je peux choisir de la créer. Et la voici, elle est créée ici, elle est disponible, c'est-à-dire qu'ensuite j'ai plus qu'à prendre cette clé d'API là, à l'envoyer par mail, et ils pourront effectuer tous les tests qu'ils veulent. Admettons qu'ils n'ont pas besoin de tous les attributs et qu'ils nous le disent, c'est possible de supprimer les attributs qu'ils ne veulent pas avoir. On a utilisé ce paramètre-là, c'était surtout pour click and read, pour leur autoriser que ce qu'ils avaient besoin. Donc à voir si ça va servir à plusieurs personnes. Et on peut choisir de mettre à jour. Et là, dans mon cas là, on voit que les paramètres ont été changés. Ils n'ont plus accès à étoile, étoile ce qui correspond à tout. Là, ils ont juste accès à cette longue liste d'attributs NPWall. Et une fois qu'ils ont fini leur test et qu'ils n'ont plus besoin de clé d'API ou qu'ils veulent plus que ça plus utiliser le serveur, c'est possible de la supprimer, mais aussi possible de la désactiver. Si on se rend compte que la clé d'API, par exemple, a fuité et qu'on ne veut pas que le serveur soit surchargé pour je ne sais quelle raison, c'est possible de la désactiver. Donc ici, elle va apparaître en tant que désactivée, donc du coup, ils n'auront plus le droit d'avoir accès aux données dans notre miroir. Et comme je l'ai dit précédemment, s'ils ne veulent plus utiliser cette clé d'API, c'est possible de la supprimer. Comme ceci. Et donc là, on revient au point de départ. Voilà pour la présentation de cette page d'administration. Donc, s'il y a des futurs utilisateurs d'EasyNPWall qui veulent avoir une clé d'API pour faire beaucoup de requêtes, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vous pouvez voir que c'est facile de créer une clé d'API et on sera là pour la faire dans l'immédiat. Je vais rendre la main maintenant pour la présentation. C'est bon, Léo, je reprends la main. Juste pour compléter, en fait, vous avez vu qu'en fait, Léo était directement connecté déjà, et il était déjà connecté en mode administrateur, bien sûr. C'est pas n'importe qui peut créer en fait les clés d'API, c'est uniquement les administrateurs, c'est-à-dire l'équipe. Et donc cette clé d'API aussi, d'un point de vue comment dire un peu légal, vous savez qu'on est en contrat avec Our Research qui met en œuvre NPWall, et donc c'est dans le cadre de ce contrat qu'on peut allouer des clés d'API, et donc on tient à maîtriser ce que on peut délivrer via le miroir pour pouvoir respecter les conditions éventuelles qui seraient allouées au contrat, voilà, à la convention plutôt. On arrive déjà bientôt à la fin de cette sprint review avec les classiques prochains rendez-vous. La prochaine revue de sprint, ce sera le mercredi 5 avril de 10h30 à 11h30, toujours en distanciel. La prochaine réunion GTI, ce sera le 16 mars et la suivante le 25 mai. Et puis, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le prochain webinaire ESGBU aura lieu la semaine prochaine, le 13 mars, de 14h à 14h45. En ce qui concerne les supports mutualisés, donc qui sont vraiment axés maintenant sur la prise en main des tableaux de bord à la fois EasyParse et Counter5, mais aussi sur mieux comprendre les erreurs de moissonnage, comment par exemple déclarer une nouvelle plateforme dans EasyParse. Toutes ces choses-là, elles sont prévues dans nos supports, et le prochain aura lieu aussi le 13 mars, et ce sera la prise en main des tableaux de bord génériques. Voilà. Et on arrive à la fin de la sprint review.